Bonsoir, chers élèves de la classe de Terminal S. Bonsoir, chers collègues. Ici, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 portant sur les oscillations électriques forcées, étude d'un dipôle RLC forcé, proposé au baccalauréat de 2015, série S2. Dans l'exercice, on nous dit un dipôle est constitué de l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R 100 ohms d'une bobine d'inductance L et de résistance R aussi 8,5 ohms et d'un condensateur de capacité C n'est pas donné. Aux bornes de ce dipôle, un générateur basse fréquence, GBF, impose une tension sinusoïdale de fréquence N et de valeur efficace constante, figure 1. Un branchement convenable à l'oscilloscope permet de visualiser la tension U R aux bornes du conducteur ohmique et la tension UG aux bornes du générateur. On observe sur l'écran de l'oscilloscope, dans un ordre quelconque, les courbes 1 et 2, reproduites sur la figure 2. Les courbes sont là. Il dit la sensibilité verticale, la même sur les deux voies, est de 2 volts par division. Le balayage horizontal est de 2 millisecondes par division. Première question, déterminer l'amplitude de la tension correspondant à chaque courbe. Des courbes 1 et 2, quelle est celle qui correspond à la tension du générateur? Justifier la réponse. Reproduire la figure 1 sur la feuille de copie et faire figurer les branchements à l'oscilloscope permettant d'obtenir ces courbes. Troisième question, déterminer la fréquence de la tension délivrée par le générateur. Quatrième question, calculer en valeur absolue la différence de phase entre la tension UG de T et l'intensité I de T du courant électrique. Préciser la grandeur électrique en avance de phase. Cinquième question, établir en fonction du temps les expressions de l'intensité du courant I de T et de la tension U générateur de T délivrée par le générateur GBF à la date T égale 0 correspondant au point O de la figure 2. Sixièmement, calculer la valeur de la capacité C du condensateur. Septièmement, on règle la fréquence de la tension aux bornes du générateur du GBF de sorte que le circuit fonctionne en résonance d'intensité. Calculer la nouvelle valeur de la fréquence de la tension délivrée par le GBF pour représenter qualitativement l'allure des courbes observées sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà les questions proposées pour cet exercice. On va essayer de passer à la correction. Alors, pour la première question, on nous demande de déterminer les amplitudes des deux oscillations. Alors, l'amplitude de l'oscillation, c'est la valeur de l'écartement de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées, n'est-ce pas, multiplié par la sensibilité verticale. C'est ça l'amplitude de l'oscillation. On va essayer de passer à l'application. Ici, si vous regardez pour la courbe 1, première question 1, les amplitudes. Les amplitudes. Les amplitudes des oscillations. Alors, pour ces amplitudes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez pour la courbe 1, pour la courbe numéro 1, nous avons ici l'amplitude U1 maximale égale. Ici, il faut regarder le nombre de gradations qui séparent l'origine. L'axe origine, c'est ici. C'est cet axe-là qui est l'origine. On va essayer de le prendre au clair. C'est ça l'axe origine.
On le représente plus au clair. Voilà, l'axe origine est là. Alors, à partir de l'origine, si vous prenez la courbe numéro 1, ici, l'amplitude maximale, c'est ici, c'est encore là. Et entre l'axe origine et l'amplitude maximale, le point le plus élevé de la courbe, nous avons ici combien de gradations? Si vous regardez bien, nous avons 1, 2, 3 gradations. Donc là, on aura ici 3 gradations, 3 chaos. Chaque gradation, le test nous dit que c'est 2 volts. Donc, 2 volts par division. On a 3 divisions de 2 volts. Donc, on a ici 3 divisions fois 2 volts par division. Ça me donne au total 6 volts. Voilà Umax. Umax pour la courbe 1. Pour la courbe 2, pour la courbe numéro 2, Umax de la courbe numéro 2 ou bien U2 max. Là aussi, nous avons 2 gradations. Parce que la valeur maximale, le point le plus élevé de la courbe, c'est là. C'est ce point-là. Donc voilà ici le maximum. Et de là à là, nous avons ici 2 gradations. 1, 2. L'autre, c'était 3, on l'a déjà calculé. C'est de là à là le nombre de gradations. Ici, 1, 2, 3. Là, c'est 1, 2. Donc ici, pour le calcul, on aura 2 gradations multipliées par 2 volts par gradation, par division. 2 divisions fois 2 volts. Donc ça donne ici 4 volts. Voilà les deux amplitudes maximales de ces deux courbes-là. Après ça, il demande 4.2, 4.2. Il demande de dire, ou bien c'est toujours la même question. Voilà, toujours la même question. Il demande de dire, ou bien d'identifier les deux courbes. Quelle est la courbe qui correspond à la tension du générateur et quelle est celle qui correspond à la tension à borne du résistor. Évidemment, la courbe dont l'amplitude est plus élevée représente la tension aux bornes du générateur. Donc ici, on a ou bien U1, la courbe 1, la courbe numéro 1, la courbe 1 représente la tension aux bornes du générateur. La tension aux bornes du générateur. La tension aux bornes du générateur. C'est la courbe 1 qui représente ça. Car elle a l'amplitude la plus élevée. U max 1 est supérieur à, c'est ça l'explication, U max 2. Alors, après maintenant, on passe à la question 4.2. 4.2. En 4.2, on nous dit reproduire la figure sur la feuille de copie et faire figurer les branchements de l'oscilloscope. Branchement de l'oscilloscope. Les branchements de l'oscilloscope. Alors, pour le branchement de l'oscilloscope, il faut d'abord reproduire la figure ici. Donc, c'est cette figure-là dont il parle. Alors, là, c'est le condensateur qui est en haut. En bas, il y a le résistor. Bon, je vais terminer ça. Et sur les côtés, nous avons la bobine et le générateur GBF. Voilà, ça, c'est la bobine.
Ici, c'est le condensateur. Là, c'est le GBF. Et ici, nous avons le résistor R. R, c'est le résistor. Alors, on doit placer la masse et les deux voies. Alors, la voie 1 mesure la tension borne du générateur, car c'est la courbe 1. Et la voie 2 mesure la tension borne du résisteur, car c'est la courbe numéro 2. Donc, la voie 2, c'est la tension borne du générateur. La voie 1, excusez-moi, c'est le générateur. La voie 2, c'est le résistor. La masse, qui est ici le côté comme négatif de l'oscilloscope, doit toujours être placé entre les deux dipôles pour lesquels on mesure la tension. On mesure les tensions. On mesure les tensions du générateur et du résistor. Donc, la masse doit être forcément sur le fil qui relie les deux, entre les deux, être encadré par les deux. Première consigne. Après, pour la voie 1 qui mesure le générateur, on quitte la masse, on se déplace vers le générateur. Dès qu'on dépasse le générateur, on met quelque part ici la voie Y1. Alors, l'autre voie mesure la tension au borne du résistor. On part toujours du point de départ, c'est la masse, le point de référence. On se déplace vers le résistor. Une fois dépassé le résistor, on met la voie qui mesure sa tension. Donc, ça, c'est la voie Y2. Voilà comment on représente les voies et la masse. Toujours la consigne, elle est claire. La masse doit être entre les deux appareils pour lesquels on mesure la tension. Les deux appareils sont le générateur et le résistor. Donc, la masse doit être entre les deux. Donc, c'est ça les deux appareils. On mesure le générateur et le résistor. La masse est entre les deux. La voie qui mesure le générateur doit être placée, doit encadrer le générateur avec la masse. Vous voyez, le générateur est entre la voie 1 et la masse. La voie 2 qui mesure le résistor doit encadrer le résistor avec la masse. Donc, le résistor est entre la masse et la voie 2. Voilà la consigne, toujours si on vous demande de faire les branchements. Troisièmement, déterminer la fréquence. La fréquence. La fréquence notée N est égale à l'inverse de la période. Avec la période grand T, on le cherche toujours sur la base de temps quand on nous donne ici des courbes. Maintenant, on regarde l'écartement entre deux maximums. Le premier maximum est là, le deuxième maximum est là. Cette longueur-là qui sépare les deux maximums, c'est ça qu'on appelle grand D qu'on va chercher. Donc, période, c'est cette longueur grand D multipliée par la sensibilité horizontale ou la base de temps. Donc, ici, on a 1 carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 carreaux. Donc, nous avons ici 8 gradations, 8 divisions. Et le texte nous dit que chaque division pour la période, c'est 2 millisecondes. Donc, 8 fois 2 millisecondes par division égale à 16 millisecondes. C'est ça la période T, grand T. Alors, 16 millisecondes, il faut convertir, ça donne 0,016 secondes. C'est 10 puissance moins 3. Après, maintenant, pour la fréquence N, on aura ici 1 divisé par 0,016. Voilà, et on a 62,5 Hz. Voilà la fréquence de ces oscillations. Après ça, maintenant, il demande toujours pour la même question de dire entre ces deux courbes-là, entre ces deux tensions-là, qui est en avance et qui est en retard. Là, si vous regardez ici, la courbe qui est en avance, c'est celle qui atteint son maximum en première ligne ou son minimum en première ligne. Si on prend ici les minimums, la courbe numéro 2, son minimum, on l'atteint ici à partir de 1, 2, 3 gradations, alors que la courbe 2, son minimum, c'est à partir de 3 gradations. La courbe la plus grande, courbe 1, son minimum, c'est à partir de 4 gradations. Donc, la courbe qui représente
La grandeur représentée par la courbe 2 est en avance. Autrement dit, c'est l'intensité du courant qui est en avance. Donc, l'intensité du courant est en avance. L'intensité du courant est en avance par rapport à la tension. Par rapport à la tension U. Par rapport à la tension U. Alors, on va continuer la correction ici. Nous sommes à la question numéro 4. Là, on demande de calculer en valeur absolue la différence de phase entre la tension UG de T et l'intensité I de T du courant électrique et préciser la grandeur électrique en avance de phase. Alors, on avait anticipé sur la grandeur en avance de phase. Il fallait d'abord calculer la tension UG de T et plutôt, il fallait d'abord calculer la différence de phase, valeur absolue de la différence de phase. La valeur absolue de la différence de phase, la valeur absolue de phi, a pour formule graphiquement 2pi delta de t sur la période. Delta de t, c'est ce qu'on appelle le décalage temporel ou le décalage horaire. Le décalage horaire, c'est quoi? C'est la durée qui sépare deux points sur les deux courbes, sur deux points sur l'axe des abscisses. L'écartement entre deux courbes, entre les deux courbes sur l'axe des t. Par exemple, ici, ça, c'est l'écartement entre les deux courbes sur l'axe de t. C'est cette durée-là qu'on appelle delta de t. C'est encore égal à ça. À chaque fois sur l'axe de t, l'écartement qui sépare les deux courbes, c'est delta de t. On appelle ça décalage horaire. On va dire ici avec le décalage horaire delta de t égale une division multipliée par 2 millisecondes par division. C'est ça le décalage horaire. Donc, 2 millisecondes par division, 1 fois 2 égale à 2 millisecondes. Donc, ceci donne valeur absolue de la différence de phase égale 2pi multiplié par 2, ici c'est 2 millisecondes. La période, on avait 16 millisecondes. Les millisecondes vont se simplifier. Ça vous donne 4pi sur 16. 4pi sur 16, ça vous donne pi sur 4 radians. Voilà la différence de phase delta de phi ou phi. Après, maintenant, il demande ici de dire la grandeur qui est en avance. Ça, on avait déjà répondu, mais on peut aussi y revenir tout le temps. La grandeur en avance, c'est celle qui s'annule en premier lieu, ou celle qui atteint son maximum en premier lieu, ou celle qui atteint son minimum en premier lieu. Si vous regardez les points d'annulation, la courbe 2 s'annule en premier lieu par rapport à la courbe 1. La courbe 2 s'annule à une division, alors que la courbe 2 s'annule à la deuxième division. Si on travaille avec les maximums et les minimums, la courbe 2, n'est-ce pas, atteint son maximum après 3 divisions, 1, 2, 3, alors que la courbe 1 atteint son maximum après 4 divisions. Les minimums atteint son minimum après 4 divisions. Les maximums aussi séparés. Donc, dans tous les cas, c'est la courbe 1 qui atteint son maximum, son minimum en premier lieu, qui s'annule en premier lieu. Et sur le maximum aussi, c'est pareil, c'est la courbe 2, excusez-moi. Donc, la grandeur représentée par la courbe 2 est en avance. La grandeur est représentée par la courbe 2 est en avance. C'est-à-dire, I de t est en avance.
I de T est en avance par rapport à la tension U de T. C'est ça la réponse à cette question. L'intensité est en avance par rapport à la tension. Pour la cinquième question, il demande de trouver l'intensité maximale. I max égale UR maximal sur R, parce que UR égale à RI. Donc, c'est UR maximal sur R. UR maximal, c'est 4 volts. R, c'est 100 ohms. Et ça va donner 0,04 ampères. 0,04 ampères. Alors, après, on me demande de donner l'écriture des valeurs, calculer la valeur absolue à différentes phases, établir en fonction du temps, voilà, établir en fonction du temps les expressions de l'intensité I de T et de la tension UG de T. Toujours c'est la cinquième question. Expression de I de T et U générateur de T. Alors ici, il y a deux possibilités. Le courant est en avance, l'intensité I de T est en avance. Si c'est le cas, on peut adopter cette écriture-là. Celui qui est en avance, comme c'est I de T, on peut dire que I de T égale à I max cosinus oméga T, plus il est en avance, on y ajoute plus phi. Et phi, c'est pi quart. Et la tension U du générateur, là maintenant, après, on peut remplacer U par sa valeur. La tension, donc, I max égale à, on a déjà calculé 0,04. Cosinus de oméga, c'est 2 pi sur la période. Oméga 2 sur la période T, plus pi sur 4 comme phi de T. C'est ça, I de T, l'écriture. Et quand on ajoute la phase, sur l'écriture de I de T, il est en avance. Donc l'autre qui est en retard, c'est U générateur de T. Lui, on va juste dire que c'est U max cosinus de oméga T, il n'y a pas de phase parce qu'il est en retard. Donc, on aura ici U max, c'était 6 volts. U max, oui, c'était 6 volts. Cosinus de 2 pi sur la période. Voilà U générateur. U générateur de T. Alors, ou bien aussi, on pouvait faire ceci, ou bien, on pouvait faire ceci. I de T qui est en avance, on peut dire que c'est I max 0,4 cosinus de oméga T. Oméga, c'est 2 pi sur la période fois T. 2 pi sur la période fois T. On n'ajoute pas phi, mais comme il est en avance, donc le générateur U de T, on ajoute phi mais compté négativement. Donc c'est 6 cosinus de 2 pi sur la période T moins pi sur 4. Ces deux couples d'écriture-là sont valables. Écrire la tension borne du générateur sans la phase et écrire l'intensité avec la phase positive parce qu'il est en avance. Ou bien écrire l'intensité sans la phase, phi, et écrire la tension avec une phase négative, moins pi 4 parce que
il est en retard. Les deux là, les deux écritures sont tous les deux valables. Après, maintenant, il demande ici à la question 6 de calculer la capacité C du condensateur. Il demande de calculer à la question 6 la capacité grand C du condensateur. Là, on peut appliquer la tangente phi. D'après la construction de Fresnel, tangente phi égale L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur la résistance totale du circuit, c'est-à-dire la somme des résistances. À partir de là, on peut tirer la capacité C en mettant ici tan phi, autrement dit somme des R multiplié par tangente phi égale L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, somme des R multiplié par tangente phi moins L oméga égale moins 1 sur C oméga. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire ici que on peut inverser ici. Moins C oméga égale 1 divisé par somme des R fois tangente phi moins L oméga. Ceci donne la capacité C égale 1 sur moins oméga facteur de somme des R fois tangente phi moins L oméga. Voilà ce que nous avons ici comme capacité phi et comme capacité du condensateur. Alors, on peut remplacer tout ça pour sa valeur. Oméga, c'est débit sur la période. Somme de R, on a les valeurs. Et phi aussi, on vient de calculer, c'est pi sur 4. Donc, si on fait le calcul, on aura 5, 10 puissance moins 6 farad, c'est-à-dire 5 microfarad. Voilà la capacité C du condensateur. 6. Maintenant, après, il demande de déterminer la fréquence de résonance. La fréquence de résonance. La fréquence de résonance. Alors, à la résonance, oméga 0, c'est égal à oméga d'un dipôle LC. Et la fréquence aussi, c'est égal à la fréquence d'un dipôle LZ. Donc, à la résonance, N égale à, excusez-moi, égale N0 égale à 1 sur 2 pi racine carrée de LC. Alors, on fait le calcul. On aura ici 1 sur 2 pi racine de LC1, c'est 5 10 puissance moins 6. Donc ici, à la résonance, N égale à, d'après calcul, 71,4 Hz. Après, pour la dernière question, il demande de déterminer l'allure des deux courbes. L'allure des courbes. L'allure des courbes à la résonance. L'allure des courbes à la résonance.
la résonance, les courbes sont en phase, c'est-à-dire ils s'annulent en même temps, ils atteignent leur maximum en même temps et ils atteignent aussi leur minimum en même temps. Ils n'ont pas les mêmes amplitudes, mais sinon tout le reste, ils le font ensemble. Maximum en même temps, minimum en même temps, même durée pour atteindre le maximum et le minimum. Alors, maintenant, si on vous demande de faire la lire des courbes dans un exercice, c'est ça il s'agit. Donc ça, c'est l'axe des tensions U. Ça, c'est l'axe de T. Alors maintenant, si nous avons par exemple ici la première courbe, disons, c'est comme ça. C'est celle qui a la plus grande amplitude, par exemple, c'est là. L'autre qui est la plus petite amplitude, donc, ils s'annulent en même temps, elle fait comme ça. Voilà, ça c'est juste S qui est à main levée. Voilà, il atteint le maximum en même temps, il s'annule en même temps et atteint le minimum en même temps. Voilà en fait la lire des courbes à la résonance. Voilà ce qui a été demandé de faire ici. Pour le baccalauréat de 2015. Merci de votre aimable attention.